Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin numéro 47 de la Web TV de Veille Stratégique. Nous sommes donc le vendredi 6 septembre 2024 et nous enregistrons, il est à peu près 9h20 ce matin. Donc comme d'habitude, si entre maintenant et la diffusion de la vidéo un peu avant midi, certains événements viennent s'ajouter à l'actualité, vous nous excuserez par avance de ne pas les avoir traités. Alors aujourd'hui on va traiter de deux sujets. D'abord le forum économique donc de Vladivostok et ce que ce forum nous a laissé entendre sur la posture russe en termes militaires, en termes diplomatiques, et puis ensuite l'analyse du front ukrainien lui-même. Vous allez voir, c'est assez dense, donc on ne traitera que la guerre russo-ukrainienne et ces avatars diplomatiques, politiques pour ce bulletin. Alors avant de commencer, je tiens à vous présenter mes excuses les plus plates sur mon énorme bourde de mardi en ce qui concerne les forces constabulaires mongoles, et non pas mongoliennes. J'étais fatigué, j'imagine, je sortais d'un interview avec nos amis de GPTV, donc j'avais pas toute ma tête, semble-t-il. Voilà, donc merci à ceux qui gentiment l'ont fait remarquer. On s'en excuse et je m'en excuse puisque j'en suis le seul et unique responsable. Alors, on va commencer donc par ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, puisque le forum économique de Vladivostok dure jusqu'à aujourd'hui. On a eu deux annonces importantes de la part donc de la diplomatie russe et de la part de Vladimir Poutine lui-même. Tout d'abord, les Russes nous disent que depuis pour la première fois depuis très longtemps, ils vont vraisemblablement revoir leur doctrine d'emploi de l'arme nucléaire, suite à l'annonce faite la semaine dernière des Américains de la question, l'annonce, on ne sait pas exactement sur quel pied danser, ou la proposition de doter l'Ukraine de missiles à longue portée pour frapper en profondeur la Russie. Donc là, bien évidemment, c'est la ligne à pas franchir de Vladimir Poutine l'avait déjà répété au début de l'opération militaire spéciale. Et puis c'est même le problème depuis le Maïdan, c'est-à-dire que pour les Russes, il est hors de question que le territoire de l'Ukraine puisse servir à de base de lancement de missiles à longue portée vers le territoire russe. C'est bien pour ça que la Russie veut une Ukraine libre, indépendante, mais neutre, pour être en sécurité et pour éviter que les États-Unis, à travers l'OTAN, viennent y déployer leurs bases et leurs missiles. Voilà, on se rappelle de ce que les États-Unis ont refusé vis-à-vis de l'Union soviétique au moment de la crise de Cuba, qui était elle-même une réponse au fait que les États-Unis voulaient déployer des missiles nucléaires en Turquie, je le rappelle. Donc voilà, les Russes vont probablement modifier leur doctrine nucléaire, et cette doctrine nucléaire, sa modification risque d'être l'idée que la Russie peut frapper en premier. La doctrine nucléaire russe jusqu'à maintenant était calquée, alors je dis pas calquée, c'est la nôtre qui était calquée plutôt sur la leur, c'est-à-dire qu'on est là sur une idée de frappe nucléaire, de riposte. C'est-à-dire vous menacez avec des armes nucléaires nos intérêts vitaux, ou avec des armes conventionnelles mais de très gros, excusez-moi l'expression, de très gros calibre, et on s'autorise donc là, à ce moment-là, à employer l'arme nucléaire. Là, la Russie nous dit, bien, si les Américains commencent à laisser ce type d'armement se déployer sur le territoire ukrainien, avec la possibilité d'être frappé sans qu'on ait le temps de réagir, eh ben, on s'autorisera à frapper les premiers et à employer nos armes nucléaires. Alors, j'imagine d'abord de nature tactique, pour régler son compte à tous les lanceurs que les Américains installeraient sur le territoire ukrainien dans les semaines à venir, si telle était véritablement la décision prise à Washington. En tout cas, c'est un changement significatif. La Russie a toujours dit, voilà, nous, tant qu'on nous attaque pas avec des moyens qui menacent nos intérêts vitaux, eh bien, l'arme nucléaire reste
au fourreau. Par contre, si on nous attaque, on ripostera. Là, la Russie nous dit, bah, la posture de l'OTAN, la posture des États-Unis en venant nous menacer sur nos frontières immédiates, eh bien là, par contre, ça nous obligerait à frapper les premiers pour ne pas être surpris par des tirs qui n'auraient que quelques centaines de kilomètres à parcourir pour frapper notamment Moscou. Donc on peut tout à fait comprendre la volonté des Russes de modifier leur doctrine d'emploi nucléaire dans ces conditions. Alors ça, c'est la première annonce et elle est de très grande importance. La seconde annonce, qui est assez surprenante, c'est que Vladimir Poutine s'est dit prêt à négocier de nouveau avec Kiev, mais en précisant que cette négociation aurait pour base l'accord qui avait été signé en mars 2022 sous l'égide à la fois de la Turquie, d'Israël. On se souvient donc que cet accord a été ensuite sabordé en deux phases. D'abord par quelque chose de très grave, puisque on a assassiné côté ukrainien un des négociateurs, Denis Kiriev. Je sais que Jacques Beau évoque la mort d'autres négociateurs, comme pour prouver à quel point l'appareil d'État et l'appareil sécuritaire ukrainien étaient déchirés entre plusieurs factions. Il y a bien évidemment peut-être également eu une intervention de services étrangers pour mettre ces gens-là au silence. Mais en tout cas, cet accord, on avait l'ancien Premier ministre israélien qui nous avait expliqué comment il avait été tout à fait signé, tout à fait que tout le monde était arrivé sans avoir de réticence plus importante que ça à mettre sa signature en bas du document, et que d'ailleurs Vladimir Poutine n'a pas hésité à exhiber de mémoire fin 2022 ou début 2023, et qu'au dernier moment tout ça a capoté parce qu'il y a eu un coup de fil de Washington, de Paris, de Berlin et de Londres pour dire à Zelensky non, on arrête ça tout de suite. Les négociations avaient semble-t-il repris au cours du mois de mars, et puis on sait ensuite que là c'est carrément Boris Johnson qui est arrivé, qu'on a eu l'affaire de Boutcha pour être bien certain de faire monter la mayonnaise sur l'idée que on ne pouvait pas négocier avec les Russes après ce qui se serait passé à Boutcha, parce qu'on attend toujours l'enquête internationale dont une part est sous l'égide des forces de gendarmerie françaises qui ont été dépêchées là-bas. On ne sait toujours rien. C'est assez surprenant, c'est-à-dire que moi je suis tout à fait prêt à avoir des preuves qui me disent voilà, on a eu effectivement un massacre qui a été opéré par l'armée russe, etc. Très bien, mais il y a une enquête, ça fait 2 ans qu'elle est sur place, qu'en partie donc elle est menée par des gens très compétents de la gendarmerie française, et qu'on ne sait toujours rien. Alors dans d'autres cas, je me souviens quand même que, et qu'en plus de ça, ah oui je le souligne, dans l'intervalle de tout ça, la procureure générale de l'Ukraine a été débarquée à l'été 2022, je le rappelle, et qu'elle était, semble-t-il, plutôt très réticente à vouloir continuer de couvrir ce qu'on racontait sur Boutcha, du côté occidental. Donc, voilà, il y a plein de suspicions. Bien évidemment, je pense qu'on est face à un coup monté global. Par contre, je n'exclus pas un élément qui est important, c'est que des territoriaux ukrainiens qui se sont mobilisés en portant juste un brassard bleu, comme on en a vu au premier jour de la guerre, ont été tués dans les combats, et qu'on nous dit que ce sont des civils. Non, ils sont avec des habits civils, mais s'ils ont commencé à mettre un brassard bleu, à sortir des kalachnikovs, ils deviennent des cibles de l'armée russe, comme de n'importe quelle autre armée dans n'importe quel autre conflit. Voilà. Bon, je ferme cette parenthèse. Mais donc voilà, Vladimir Poutine nous annonce qu'il est prêt à négocier avec Kiev sur les bases donc de cet accord qui prévoyait la neutralisation de l'Ukraine avant toute chose. Une fois de plus, les gens qui sont comme moi sensibilisés à ce qui se passe dans le Donbass depuis 2014 étaient un peu surpris, parce qu'on voyait bien que tout ce qui était, alors pas la Crimée bien sûr, mais tout ce qui était reconquête des parties de l'oblast de Lugansk ou de Donetsk qui étaient encore sous contrôle ukrainien n'était pas un élément
majeur dans la négociation pour Vladimir Poutine. Hein, on pouvait stopper la ligne de front là où elle était, faire une ligne de cessez-le-feu, dire bon, ce qui est encore contrôlé par l'Ukraine reste sous le contrôle de l'Ukraine, ce qui est contrôlé par les séparatistes, effectivement, reste au sein des républiques séparatistes, avec à l'époque l'idée, elle n'avait pas encore été rattachée par référendum à la Fédération de Russie, je le rappelle. Donc voilà, on était vraiment, l'idée stratégique de cet accord, c'était la neutralisation de l'Ukraine, pour qu'elle ne rentre pas dans l'OTAN. Et qu'éventuellement, les Russes étaient prêts à la laisser rentrer dans l'Union européenne, hein, quitte à nous couler économiquement, autant y aller jusqu'au bout. Hein. Donc, puisque l'Ukraine, avec les différentiels économiques entre nos économies et la sienne, on le voit notamment, et on en a beaucoup parlé au moment de la crise des agriculteurs au début de l'année, la façon dont les prix sont tirés vers le bas et les volumes sont colossaux par rapport au niveau de l'agriculture ukrainienne par rapport au nôtre, on voit bien que si l'Ukraine rentre dans l'UE, ce serait une véritable catastrophe pour les agriculteurs européens de l'UE et notamment pour la France, pour nos agriculteurs qui sont déjà dans des difficultés colossales. Voilà, donc Vladimir Poutine, après avoir dit, suite à l'attaque de l'oblast de Koursk, que bon, c'est bon, on ne négocie plus avec ces gens-là, il nous dit désormais qu'il est prêt à le faire, de nouveau, parce que je sais que les Russes étaient donc dans des négociations secrètes, hein, on l'a bien compris depuis le passage du ministre des Affaires étrangères ukrainien Koubela à Pékin, qui avait des canaux qui étaient là, et que certains évoquent l'idée que dans les objectifs secondaires de l'attaque de Koursk, il y avait chez les jusqu'au-boutistes l'idée d'empêcher ces négociations de se poursuivre. Bon là, étant donné la situation dans laquelle se trouve, on va en parler tout à l'heure, l'armée ukrainienne sur le terrain, il est bien évident que Vladimir Poutine a beau jeu de dire bah non mais c'est bon, on va finir par négocier parce qu'il sait bien qu'en face il y a plus moyen de lui résister. Hein, c'est terminé, c'est-à-dire que là la situation militaire est de plus en plus catastrophique, donc il peut très bien dire bon, on reprend cet accord comme base de départ. Non pas on reprend cet accord, on le signe et c'est fini, puisque la situation a changé. On prend cet accord comme base de départ, ce qui signifie automatiquement que les 4 oblasts qui ont été rattachés par les référendums en septembre-octobre 2022, bon bah c'est terminé, ils sont au sein de la Fédération de Russie, donc il faut les récupérer et les intégrer. Et puis ensuite, c'est les marges de manœuvre sur des zones tampons, sur la frontière nord de l'Ukraine avec la Russie, donc dans les secteurs des oblasts de Soumy, de Kharkov, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'ils sont démilitarisés ou pas, bref, voilà, il y a plein de choses qui restent encore à établir, et surtout, bien sûr, l'interdiction pour l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN. Voilà, sa neutralisation sur un modèle. Le mot neutralisation, il faut pas prendre ça comme quelque chose, ah mon Dieu, c'est sur le modèle de ce qu'a été la neutralité à la fois d'une part de la Finlande jusqu'à ses délires de 2022 de rentrer dans l'OTAN, ou la neutralisation de l'Autriche pendant la guerre froide. Hein, voilà, on est sur des choses qui ont été tout à fait vivables, qui n'ont pas été humiliantes. Hein. Je rappelle que la Finlande, en 1945, elle a été placée sous ce statut parce qu'elle a participé activement à la guerre de destruction de l'Union soviétique aux côtés du Troisième Reich. Hein, c'était pas juste oh les méchants soviétiques, qu'est-ce qu'ils font à ces pauvres petits Finlandais. Ils avaient fait du mal à la Finlande en 1939, nous sommes tout à fait d'accord. Ils avaient agressé la Finlande. On était arrivé à un traité à la fin de cette guerre-là. Rien n'obligeait les Finlandais à déclencher une nouvelle guerre aux côtés du Reich. Hein, ils auraient pu très bien demander à ce qu'on leur restitue une partie des territoires que la guerre russo-finlandaise de l'hiver 39 leur avait ôté, entendu, mais de là à rentrer en guerre aux côtés du national-socialisme, ça c'est différent, d'autant qu'ils ont pour le coup participé activement au terrible siège de Leningrad qui a coûté la vie à des millions de citoyens soviétiques. Voilà. Donc, sur le plan diplomatique, c'est une avancée majeure. On va voir maintenant comment elle sera saisie. Je rebondis tout de suite sur le problème de l'interlocuteur, hein, même si les Russes nous ont dit, bah voilà, le seul personnage qu'on reconnaît, c'est le président comme légitime au niveau du gouvernement ukrainien, c'est le président de la Rada, puisque Zelensky n'est plus légitime aux yeux de Moscou.
On sait bien de toute façon que tout se négocie avec l'aval des anglo-saxons et des Américains en particulier, mais surtout, factuellement, il n'y a plus de ministre des Affaires étrangères en Ukraine, puisque Koubela a remis sa démission. On ne sait pas très bien quelles sont les motivations de ce monsieur. Ça paraît bizarre que ça soit articulé de cette manière-là dans la temporalité avec les annonces faites par Vladimir Poutine. On verra. Je pense que au sommet de l'État à Kiev, ça doit être un sacré bazar, hein, pour ne pas dire un autre mot, vous m'avez compris, entre les différentes factions, parce que aujourd'hui la situation est tellement catastrophique qu'on ne sait plus à quel sein se vouer, et que certains, je pense, ont décidé, je vais dire, voilà, certains faisans dorés, si certains comprennent la référence, certains faisans dorés commencent à s'évacuer alors que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Voilà. Alors sur le terrain, on va donc maintenant parler du côté de l'aspect militaire. Alors la première chose avant d'arriver aux cartes et au front, c'est la frappe qui a eu lieu sur Poltava et son centre de formation de pilotes de drones. Je sais pas si c'est le bon mot en français à employer, d'opérateurs de drones. Où on a un bilan officiel aujourd'hui qui est de 51 morts et 271 blessés. Donc c'est quelque chose de colossal, hein. C'est-à-dire que c'est un centre de formation qui donc devait former les nouveaux opérateurs de drones de l'armée ukrainienne. Et vraisemblablement, alors certains parlent d'un Kinjal, certains parlent d'un Iskander ou de 2 Iskander. En tout cas, la frappe a touché sa cible, hein, ça c'est certain, et les dégâts, alors matériel, bon, y a des immeubles, des bâtiments qui ont été détruits, mais surtout, voilà, le bilan humain est absolument phénoménal. Et on est quasiment certain à 100% que parmi les victimes, on a des gens qui sont des soldats de l'armée suédoise, qui étaient là pour former les Ukrainiens. C'est-à-dire que comme on le soupçonne depuis le début du conflit, on pensait que c'était terminé depuis le début du conflit, officiellement bien sûr, hein, je parle pas de ce qui se passe en sous-main, sur lequel, dans les échanges qu'on a avec vous, des gens nous disent oui on a entendu, mais on n'a pas de confirmation. Là il semblerait que ce soit du sûr à 100%, il y avait des formateurs, des instructeurs ukrainiens, suédois pardon, en Ukraine, qui formaient ces gars-là. Voilà. Et donc là, ils font partie de la liste des victimes, et de manière tout à fait, alors certains diront non, mais c'est tout à fait hasardeux, ça n'a rien à voir. On a le ministre des Affaires étrangères suédois, Billström, qui démissionne, qui quitte le gouvernement, alors qu'il a été la cheville ouvrière du rapprochement de la Suède dans l'OTAN. Hein, et de l'adhésion, pardon, pas du rattachement, de l'adhésion de la Suède dans l'OTAN. Et donc ce monsieur démissionne consécutivement à cette frappe. Alors, il y en a qui vont ah mais oui, mais comment ça, il y a pas de lien de causalité. Bon, bref, vous m'avez compris, pour nous c'est une évidence. Ce monsieur était tout à fait au courant de ce qui se passait et ce monsieur a préféré quitter ses fonctions plutôt que d'être peut-être mis face à une commission d'enquête ou ce genre de choses qui prouverait que c'est sous sa responsabilité, même en tant que ministre des Affaires étrangères, que des soldats suédois ont été servir en Ukraine avec le risque d'y trouver la mort ou d'y être blessés. Voilà. Donc vous voyez, la situation est de pire en pire, parce que là, avec de telles pertes au niveau des opérateurs de drones, on sait que les drones, c'est une des dernières forces de l'armée ukrainienne, hein. Elle en a déployé beaucoup dans son attaque sur l'oblast de Koursk. Et aujourd'hui, faute d'artillerie au niveau des obus, mais aussi au niveau des tubes en nombre suffisant, les drones pour l'armée ukrainienne, c'est vraiment vital pour frapper les forces russes. Donc là, c'est pas simplement donc une question de matériel. Si les hommes qui sont censés les opérer ne sont plus disponibles, eh bien, ça va encore causer des différentiels de rapport de feu très importants en faveur des Russes. Alors sur le terrain, je vais tout de suite écarter la problématique de Koursk. Bon, front figé. C'est même pas la peine d'afficher la carte parce qu'il n'y a rien passé d'important depuis mardi. Alors ça reste actif, on a toujours des combats localisés comme on le dit maintenant depuis quasiment plus de 15 jours, hein, pas la semaine dernière mais la semaine précédente. Voilà, il n'y a plus d'avancée significative. On se bat pour la périphérie d'un village, mais sans que la ligne de front change de plus de quelques centaines de mètres
depuis cette quinzaine. Voilà. Donc et ça reste un hachoir, hein, puisque on a une estimation aujourd'hui à 10 000 pertes. Nous sommes le 6 septembre, l'opération a démarré le 6 août. Au bout d'un mois, l'armée ukrainienne aurait encaissé 10 000 pertes. Voilà. 10 000 pertes, dont 400 hier. Vous imaginez hein, l'intensité des feux maintenant que les Russes ont voilà tout loisir de bombarder avec leur aviation, avec leur artillerie, avec donc les fameuses FAB, les bombes guidées de l'aviation, hein, 500 kilos, 1 tonne 5, 3 tonnes. C'est un véritable carnage. Et les Russes donc n'ont pas besoin, je le rappelle, de lancer une contre-attaque avec des mouvements importants, des risques eux-mêmes de se faire détruire du monde et du matériel. Ils peuvent camper sur leur position. Et vu que les Ukrainiens, nous le savons, continuent d'injecter, c'est pour ça que le nombre de pertes augmente, continuent d'injecter du monde dans le saillant, eh bien, ça fait des concentrations sur un espace réduit qui, automatiquement, quand vous pouvez larguer plein de bombes, tirer plein d'obus, eh bien, ça fait de plus en plus de victimes. Voilà. Donc, le front de Koursk n'aura finalement servi qu'à détruire encore un peu plus l'armée ukrainienne. Voilà. Tout ça pour un résultat tactique intéressant sur les quelques premiers jours, une occupation du champ médiatique équivalente, et puis c'est tout. Voilà, parce que après sur le plan opératif, sur le plan stratégique, rien. Voilà. Alors ensuite, on va passer sur le secteur de Kharkov, front figé, combat toujours sur les périphéries de Volchansk, etc., mais rien de remarquable. Sur le front Kupiansk, Kremena, après les quelques combats tactiques, les avancées tactiques qu'on a constatées mardi, rien de nouveau. Dans le secteur de Seversk, rien de nouveau. Et puis comme les Russes nous font le coup depuis maintenant quasiment l'affaire d'Avdivka, la prise d'Avdivka, eh bien ils ont rallumé un nouveau front, comme vous pouvez le voir. C'est le front de Chassov Yar, dont on parlait plus depuis plusieurs semaines. Et donc c'est pas sur Chassov Yar même, hein, la ville, que la nouveauté a été constatée. C'est au sud-est, dans le secteur de Klishivka. Hein, vous voyez là les deux grandes flèches qui franchissent le canal du Seversky Donetsk, parce que en fait, là j'ai ajouté une ligne continue sur la carte. Hein, on voit que les Russes contrôlent désormais tout le secteur le long de cette ligne droite sur le canal. Vraisemblablement, on a aussi des troupes qui viennent d'Ivanivske et qui descendent par les bois pour rejoindre elles aussi le canal. Et donc là, on va avoir, je pense, alors c'est toujours pareil avec les Russes, c'est très compliqué de savoir si cette avancée va déboucher ou non sur une autre avancée. On l'a vu mardi avec Seversk, on a une avancée en direction de Seversk, et puis depuis, il n'y a plus rien. Alors, est-ce que l'opération reprendra plus tard? Est-ce que c'était juste un coup de bluff ou un coup d'opportunité que les Russes ont saisi? On ne peut pas le savoir pour le moment. Là, on a donc le canal qui est à nouveau bordé. Hein. Les Russes réoccupent des positions qu'ils avaient perdues après la victoire de Bakhmut, où les Ukrainiens avaient lancé une contre-attaque. Hein. Klishivka, c'est un village qui n'existe plus. Hein. Quand il y a eu sa prise par Wagner, puis ensuite la contre-attaque ukrainienne par Azov, et puis là maintenant ça a été repris. Enfin voilà, c'est fleuri devant Douaumont en termes de destruction. Hein, on est à ce niveau-là. Donc là, les Russes sont repartis à l'assaut depuis Klishivka. Ils bordent à nouveau le canal, et je pense, comme on peut le voir sur les flèches, que c'est pour ensuite attaquer en direction de Stupovitchki, parce que on n'arrive pas à percer dans le secteur de Chassov Yar, donc on va essayer de prendre tout ça de flanc par le sud. D'autant que tout au nord de Chassov Yar, hein, du côté de Kalinivka, on a eu aussi, ça c'était en début de semaine, des progrès, alors très limités dans cette zone, mais vu que c'est un secteur qui est très difficile en termes de terrain, est-ce que là encore, c'est pour avoir une petite tête de pont de l'autre côté du canal et tenter de déborder Chassov Yar par le nord? On verra dans les jours qui viennent ce qu'il en est, si oui ou non c'est un nouveau front qui s'active pour durer, ou est-ce que, comme c'est vert que mardi, ça s'est activé et pour le moment, il n'y a pas de rebond. Voilà. Mais en tout cas,
les Russes ont de nouveau rallumé le secteur de Chassovyar, avant-hier pour progresser vraiment de manière significative, hein, parce que border le canal va leur permettre bien évidemment de le franchir. Je rappelle que les combats qui ont eu lieu autour du canal dans l'autre sens ont permis à Azov très rapidement, donc c'était à l'été dernier, au début de l'été dernier, de franchir le canal avec des moyens de franchissement assez rudimentaires. Alors ensuite, on a eu d'autres développements donc dans le secteur de Toretsk. Alors Toretsk, c'est la grande énigme pour certains. Moi, j'y vois, pardon, et je l'ai dit mardi, que c'était une attaque secondaire de fixation. Alors les Russes viennent de s'emparer de la ville de Droujba définitivement, hein, qui est complètement tombée entre leurs mains. Est-ce que c'est pour pouvoir déborder ensuite Krimske et Toretsk par le nord? On va voir ce que ça donne. Hein, j'attire votre attention au niveau des petits points noirs qu'on voit sur des crêtes de niveau dans le secteur ukrainien. Ce sont l'équivalent de terrils, hein, qui sont des hauteurs artificielles, mais qui permettent de dominer le secteur au niveau des vues de manière très importante pour les défenseurs ukrainiens, faut le rappeler. Donc on verra. Pour moi, j'y vois un effort secondaire, hein, dans le grand secteur du Donbass et de l'oblast de Donetsk pour fixer des troupes ukrainiennes. Je rappelle que Toretsk est un secteur fortifié d'un niveau à peu près équivalent à celui qui était en place à Avdiivka. Donc même si les Russes ont eu des succès tactiques, la prise de New York, la prise de Pivnichne ou de Zalijne au cours des semaines précédentes et aujourd'hui de Droujba, je les vois mal réaliser un assaut urbain de vive force sur Toretsk, malgré l'ascendant qu'ils ont maintenant sur le plan tactique avec les FAB de 3 tonnes, comme on l'a expliqué, qui peuvent détruire une barre d'immeuble et vous dégager donc un peloton d'infanterie en une seule frappe. Je les vois mal se lancer là-dedans parce que ça reste très mobilisateur en effectifs humains, et donc je pense que leurs effectifs humains ne sont pas mobilisés dans cette zone pour le moment, et que la majorité des forces sont on va le voir dans le secteur de Pokrovsk, Orechetine. Voilà. Donc pour le moment, il y a des avancées tactiques, des succès tactiques, mais je les vois pas lancer un nouvel assaut urbain du type Bakhmut pour s'emparer de Toretsk. Peut-être vont-ils me faire mentir, mais pour le moment, c'est un effort secondaire de fixation qui s'opère dans cette zone selon moi. Alors ensuite, le secteur vraiment là qui fait toujours couler beaucoup d'encre, hein, puisque c'est selon nous celui où les Russes ont massé le plus de monde, c'est le secteur de Pokrovsk. Donc vous voyez, j'ai fait un petit zoom arrière pour qu'on voit Pokrovsk par rapport à la dernière fois. Donc je rappelle pour ceux qui me disent toujours est-ce qu'on pourrait zoomer, bah écoutez, avec zoomer, dézoomer, avec le logiciel que j'utilise pour réaliser les vidéos, c'est très compliqué de mettre les cartes actives en même temps, donc je suis obligé d'opérer de cette manière-là. On va essayer de trouver une solution technique, vous inquiétez pas. Donc je rappelle que quand on voit Kéramique en haut à droite, si vous continuez un peu plus vers donc le nord-est, c'est là que se trouve Toretsk, hein, c'est la continuité. Donc pour le moment, les efforts russes, comme on le disait mardi, semblent se concentrer en priorité vers le sud, hein, vers le sud et le sud-ouest. Donc les assauts sont les plus importants dans la zone de Selidové, dans la zone d'Ukraïnsk, où là, les Russes sont maintenant aux portes de Irnik. Hein, on voit, je vous ai mis en bleu la ligne bleue continue, c'est la ligne de défense sur laquelle les Ukrainiens voudraient se replier, parce que sinon la ligne de défense et de fortification, elle est plus à l'est, et elle semble être donc débordée par les troupes russes qui descendent donc depuis Ukrainsk et en direction d'Irnik. Hein, une partie de la périphérie d'Irnik a été atteinte vraisemblablement par les troupes russes. On a toujours les développements qui viennent de l'est du secteur de Krasnohorivka, et depuis mardi, on a publié ça sur Veille Stratégique,
on a environ l'équivalent, alors pas l'équivalent, on a des éléments de 4 brigades ukrainiennes différentes qui sont en train, peu à peu, de sortir du saillant qui est formé maintenant par l'avancée des troupes russes, pour pas qu'elles soient encerclées. Parce que si elles restent là encore quelques jours de plus, vu la vitesse à laquelle les Russes descendent facilement dans le dos des lignes de fortification ukrainiennes, ils vont arriver à Korakiva et puis ensuite à Korakove très rapidement. Donc, il faut évacuer ce monde-là, ça peut pas rester sur place, sinon les Russes vont obtenir ce qu'ils cherchent le plus, c'est-à-dire, je le rappelle, l'attrition de l'armée ukrainienne. La conquête du terrain, c'est secondaire. C'est important, mais si ça participe de l'attrition de l'effectif ukrainien, si c'est pas le cas, c'est pas important. Et c'est pour ça que les Russes, on a eu un doute il y a 15 jours sur le fait qu'ils allaient attaquer simultanément en direction de Pokrovsk, en direction de Korakove, parce qu'on savait pas au niveau de leurs effectifs qu'est-ce qui était possible. Tout le monde nous a dit Pokrovsk, nœud ferroviaire, nœud logistique, etc. Et moi le premier, c'est effectivement vrai. Mais en termes de destruction d'effectifs de l'armée ukrainienne, il était plus intéressant pour les Russes de descendre plein sud et éventuellement légèrement vers l'ouest en direction de Selidové, parce que Selidové, si ça tombe là, c'est pareil, hein, ça permet d'enfiler par l'arrière toutes les fortifications ukrainiennes qui courent depuis Selidové vers l'ouest et qui sont tournées vers le sud, je le rappelle, et donc d'aborder plus facilement ensuite Pokrovsk par le sud. Donc c'est pour ça que les Russes sont à l'attaque dans ce secteur, mais pour le moment, l'effort principal se déroule en direction donc de Korakove pour éventuellement détruire les éléments de ces 4 brigades ukrainiennes qui sont en plein repli. C'est ça l'intérêt majeur pour les troupes russes. Donc on continue dans cette direction-là, et je pense que dans les 48-72 heures qui viennent, les Ukrainiens ont intérêt à avoir évacué ce saillant totalement. Parce que là, sinon, il sera complètement fermé, et ça va finir comme à Avdiivka, c'est-à-dire qu'on a plein de monde qui va se faire ramasser par les Russes, qui seront installés dans Irnik, et qui seront installés dans Korakivka, et qui n'auront plus qu'à faire soit des prisonniers, soit du tir au pigeon. Voilà. Donc très important que dans ce secteur, les Ukrainiens prennent tactiquement les bonnes décisions en sauvant leurs hommes. Parce que la zone occupée n'a aucun intérêt militaire particulier. Hein. Vous seriez sur des positions très importantes. On sera à Pokrovsk, par exemple, que les Ukrainiens veuillent faire Cameron dans Pokrovsk, on peut le comprendre. Mais là, pour ce saillant-là, c'est inutile. Voilà. Sinon, à vouloir diriger une armée comme Adolf Hitler fin 1944-1945 avec les Festplatz ou les Festungen. Voilà, c'est du même niveau. Donc c'est nul. Ensuite, donc le dernier point du front dont on doit parler, puisque on a vu ce front se réveiller depuis une semaine, c'est Ougledar, donc qui est tout au sud de la zone dont on vient de parler, où là, on constate d'abord que Prishtistivka est tombé définitivement. Hein, on a vu circuler sur Telegram les images de la conquête de ce village, hein, de cette bourgade, par la 155e brigade de fusiliers marins, hein, qui se bat dans le secteur depuis maintenant plus de 18 mois, et qui avait essuyé un échec tactique retentissant en février 2023, janvier-février 2023, dans le secteur d'Ougledar même, hein, une attaque qui avait lamentablement échoué, et au cours de laquelle les Russes avaient perdu beaucoup de blindés notamment. Et donc là, Prishtistivka est tombé. Voilà. Et donc ça ouvre la voie à un assaut en direction de Novukraïnka, qui ensuite permet de remonter soit alors plus facilement vers l'est, pour complètement encercler Ougledar plutôt que de le prendre d'assaut de vive force. Et dans le même temps, on le voit à l'est, les Russes continuent d'attaquer en direction de Vodiane, et on a toujours des combats ici au nord-est de Ougledar, hein, on a ici une mine, et donc les Russes continuent de tenter de s'emparer du Terril, comme on l'a déjà évoqué mardi, parce que ça leur offrirait un point d'observation sur l'ensemble de la plaine qui se trouve au nord d'Ougledar, et sur Ougledar, qui leur faciliterait les choses pour définitivement
encercler la ville. Je rappelle que la ville, en termes d'encerclement, elle est sous un encerclement, un semi-encerclement opérationnel parce que toutes les zones d'accès, enfin toutes les lignes d'accès qui mènent à Ougledar sont sous le feu des Russes. C'est-à-dire que pour le ravitaillement, l'évacuation des blessés, l'acheminement des munitions, on est dans une situation qui est très difficile pour les défenseurs ukrainiens. Et là encore, je rappelle, les lignes de fortification ukrainiennes courent d'est en ouest. Donc il y a quasiment rien pour empêcher, sinon donc les localités ou cette mine, pour empêcher les Russes de progresser dans l'autre sens. C'est-à-dire les lignes courent d'est en ouest face au sud, et là les Russes vont les prendre par derrière, là encore. Donc il n'y a aucun intérêt à rester là aussi longtemps que ça, à partir du moment où notamment le secteur de la mine et du terril vont être entre les mains des Russes, ce qui ne va pas tarder à mon avis. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette riche actualité autour du conflit entre la Russie et l'Ukraine, et bien sûr ses soutiens de l'OTAN et ses soutiens américains. Encore une fois, on vous remercie pour votre fidélité, on vous remercie pour les pouces en l'air, les partages, les commentaires positifs, et puis pour ceux qui ont fait un geste financier pour continuer de nous soutenir, on est en train de finir le travail de synthèse autour des forces armées indiennes, et vraisemblablement on va faire le travail de montage vidéo, donc pas la semaine prochaine mais la semaine suivante, et pour la dernière semaine du mois de septembre, si j'ai bien fait mes petits calculs, cette vidéo sera en ligne comme celle qu'on a faite sur les forces armées chinoises pour la fin du mois de septembre. Et dès maintenant, on commence, on l'a expliqué mardi dernier, à préparer la suivante pour décembre sur les forces armées américaines. Voilà, une très bonne fin de semaine à vous tous, un très bon week-end et à mardi. Au revoir.